du Levant. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si de loin, par l'intermédiaire du système de vidéoconférence, afin de respecter les règles de distance sociale. Je vous félicite pour l'idée d'organiser un débat sur la gestion pédagogique et médicale de la pandémie Covid-19. Le moment choisi est encore plus significatif alors que la fin de 2020 s'approche. Nous nous sommes confrontés à une nouvelle vague de maladies, comme préconisé d'ailleurs. Je crois vraiment que c'est le moment opportun pour un bilan. Pas un bilan négatif en tant que nombre de victimes ou de malades, mais un bilan de l'espoir plutôt. Un bilan de leçons apprises au cours de ces derniers 8 mois, un bilan de ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Je suis enchanté de votre choix de se concentrer sur les deux sujets qui me sont très chers. Le système éducatif et le système médical dans le contexte de la lutte contre le virus Covid-19. La manière dont la pandémie a affecté ces deux systèmes nous a montré à tous qu'on a besoin d'efforts soutenus pour les faire survivre et que ces efforts doivent mettre en valeur non seulement la performance du système, mais notre humanité aussi. Face à l'avalanche de maladies, même les systèmes médicaux les plus performants ont échoué. La quantité insuffisante de ressources médicales pour un grand nombre de patients gravement malades a mené, dans certains cas, à des décisions terribles. Forcés par les circonstances, les médecins ont eu le choix de traiter les patients qui avaient de meilleures chances de survie et confier aux mains du Seigneur ceux qui présentaient des comorbidités associées à un risque élevé de décès. Même dans la condition difficile de l'absence des outils et du personnel insuffisant, les médecins ont essayé de respecter leur serment et d'accomplir leur mission de sauver les gens. On a beaucoup à apprendre de leur expérience. Il est désormais nécessaire de concentrer nos efforts sur l'augmentation des infrastructures médicales en ce qui concerne le traitement, mais aussi la prévention. Nous devons mettre en valeur encore plus le capital humain du domaine, c'est-à-dire les médecins. Les médecins qui ne sont pas seulement les gens qui font des miracles face à la maladie et à la mort, mais ils sont à leur tour des gens vulnérables. La pandémie a mis en lumière ce fait. Lorsqu'un grand nombre de sauveurs sont devenus des victimes. En mars
2020, en Roumanie, comme dans beaucoup d'autres pays, le système éducatif a été mis en ligne en tant que mesure pour empêcher la propagation de la maladie. En connaissant les limites du système, j'ai eu un regard sceptique en ce qui concerne cette éducation en ligne. Mais j'espérais que ce serait une solution à court terme. Malheureusement, la situation a longtemps traîné et malgré les timides tentatives de retour à la normalité, l'éducation est restée en ligne. Mettre en ligne le processus éducatif met en question le grand problème de la transmission du savoir. Comment adapter le système pour faciliter une bonne compréhension du savoir? Les solutions trouvées sont en cours de vérification. Mais ce qui est le plus important, c'est que la pandémie nous a montré que le processus éducatif veut dire plus que de simples compétences du savoir. Cela inclut des émotions, des sentiments. En allant à l'école ou à l'université, nos enfants apprennent à devenir des individus sociaux, à aider, à travailler en équipe, à éprouver de la compassion pour les autres. Ils apprennent à lier d'amitié, à se réjouir et à rire, à jouer et à éprouver beaucoup d'expériences. La pandémie nous a fait découvrir que tout ce qu'on fait, y compris le processus éducatif classique, quelles que soient les limites, veut dire en effet faire l'expérience de la vie. Nous avons besoin de systèmes d'éducation bons et performants afin de préparer les spécialistes qui vont nous soigner à l'avenir. Mais nous avons aussi besoin de l'éducation afin de comprendre que cette lutte contre le virus signifie aussi une lutte de la préservation des valeurs morales, de la gentillesse et de la solidarité. Monsieur le Président. La pandémie nous a offert une autre leçon importante. Elle nous a montré que le système, les procédures et le savoir qui nous sont si utiles ne comptent pas trop. L'important est de faire l'expérience de la vie et d'apprendre à valeur chaque jour jusqu'au bout. Désormais, c'est ainsi que nous devrons agir. Nous devrons apprendre le savoir-vivre jour après jour. Avant d'être des spécialistes, nous sommes des êtres humains. En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur un projet lancé ce printemps à l'Institut de haute étude pour la culture et la civilisation du Levant. Le monde après la pandémie Covid-19, une vision humaniste du développement durable. Le but du projet est une anticipation pluridisciplinaire de l'avenir. On veut rassembler
en ligne aussi dans un volume des opinions, des idées et des recommandations sur la ressemblance du monde après la pandémie. Ce sont les opinions des spécialistes de divers domaines d'activité, économie, éducation, médecine, écologie, arts, sciences et technologies, droits de l'homme, etc., ainsi que de représentants universitaires et des anciens chefs d'État et de gouvernement. L'objectif du projet est de construire un cadre de débat pour identifier les solutions possibles de la reconstruction progressive de notre monde et des domaines d'activité fortement affectés par les restrictions de ces derniers mois. Je vous invite à accéder à la plateforme en ligne du projet et aussi à envoyer des contributions si vous le souhaitez. Je vous remercie. Nous vous remercions. L'Agence universitaire de la francophonie est un réseau international avec un point commun essentiel, la langue française. L'AUF est aussi l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Au sein de l'AUF, nous partageons une même vision, celle d'une francophonie universitaire solidaire, impliquée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Notre mission répond ainsi à 3 grands défis auxquels est confronté le monde de l'enseignement supérieur. La qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés, l'implication des universités dans les évolutions économiques, culturelles et linguistiques de nos sociétés. Notre force, c'est notre diversité. Notre réseau international d'établissements supérieurs est un immense vivier d'expertise et d'innovation dynamique et solidaire. Nos équipes présentes à travers le monde favorisent le partage entre les membres et les accompagnent dans la conception et la mise en place de projets au sein desquels les outils numériques jouent un rôle important. Notre force, ce sont aussi les partenariats mis en place avec tous les acteurs du développement. L'AUF pilote de grands projets multilatéraux dans lesquels interviennent ensemble des acteurs aussi différents que des entreprises privées, des États, des organisations internationales, des ONG, des agences d'aide au développement et des associations universitaires. Notre force, c'est encore la proximité de terrain. Avec plus de 60 représentations locales dans 40 pays, l'AUF est présente partout dans le monde. 10 directions régionales nous permettent de coordonner nos actions au plus près du terrain, au plus près de nos membres, au plus près de nos équipes. Notre force, c'est enfin le partage de la langue française. Il facilite et renforce la communication entre nos membres à la manière d'une monnaie commune à tous nos échanges. L'AUF pour construire ensemble le nouvel espace universitaire francophone. Monsieur le Président, Excellences, Madame, Monsieur les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis francophones, pour l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale, c'est un honneur de participer avec vous cet après-midi pour cette table ronde et de vous parler de l'expérience, notre expérience dans la continuité pédagogique
dans nos universités membres. Comme vous le savez, la Roumanie est le siège et le cœur battant de la francophonie régionale. Nous y sommes présents depuis maintenant plus de 25 ans et l'ensemble de nos actions est au service de nos étudiants d'abord, de nos universités et particulièrement des différentes autorités des pays constituant cette région. C'est je dirais que c'est la plus belle région du monde, de l'Europe centrale et orientale, et notre action au quotidien est d'être le plus proche du terrain, d'être innovant dans l'ensemble de nos projets et d'avoir des partenariats solides et durables avec à la fois les autorités du pays, mais également avec les milieux socio-économiques. Nous avons choisi d'avoir une francophonie utile, c'est-à-dire d'avoir une francophonie proche des milieux socio-économiques, des formations professionnalisantes et surtout d'assurer à nos jeunes étudiants francophones la meilleure insertion professionnelle, de les accompagner pour, je dirais, le marché de l'emploi. Une francophonie également innovante par les travaux de recherche que mènent nos universités membres et en Roumanie en particulier. La Roumanie représente aujourd'hui le troisième pays francophone universitaire dans le monde. Après, bien sûr, la France, par son nombre important d'universités, puis l'Algérie, avec 56 universités membres, et le troisième pays, c'est la Roumanie, avec presque une cinquantaine d'universités membres. Je dirais même presque c'est la première. C'est le premier pays parce que c'est une francophonie de choix. Les universités roumaines, aujourd'hui, jouent dans la cour des grands et nous utilisons particulièrement leur expertise dans plusieurs pays de la région. Une francophonie solidaire, la crise pandémique nous a donné des possibilités d'action, des opportunités pour accompagner nos universités en difficulté. Immédiatement, nous avons mis à leur disposition toutes nos bases de données. La B9, la bibliothèque du nouvel espace universitaire francophone, le jour même. Sans parler, bien sûr, de toutes nos bases de données disponibles pour assurer une continuité pédagogique immédiate. Et nous continuons à les accompagner jusqu'à aujourd'hui. Et une francophonie partenariale, avec la Roumanie, nous avons un accord, un mémorandum qui permet le développement de la recherche internationale entre la Roumanie et, je dirais, l'ensemble des pays francophones du monde. La Roumanie aussi, en recevant en 2006 le sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones, a décidé d'investir dans l'excellence scientifique. La Roumanie a mis en place un programme unique au monde, le programme Eugène Ionesco. Nous avons fêté hier ou avant-hier la 13e promotion de ce programme. Aujourd'hui, je peux vous dire que la Roumanie a plus de 900 chercheurs universitaires, ambassadeurs de la Roumanie dans le monde francophone. C'est une fierté que la Roumanie également l'a confiée, l'a déléguée à l'Agence universitaire de la francophonie pour sa gestion. Nous continuons à agir, à accompagner nos universités membres. Les étudiants restent au cœur de notre action au quotidien. Je peux vous assurer et vous affirmer que c'est une francophonie rayonnante et nous allons continuer tous les jours à les accompagner. Je vous remercie pour votre attention. Je peux continuer?
Oui, un tout petit peu, je vous prie, une minute. J'aimerais également saluer les initiatives de Monsieur Mohamed Kettata. Et j'invite maintenant Monsieur Florin Luca, PDG, GAC Innovation Europe de l'Est, à faire une présentation sur les valeurs qui nous transforment. Merci, Monsieur Kettata, pour votre discours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en pleine pandémie, à l'heure actuelle, des économistes, des analystes, des hommes d'État bâtissent des scénarios, commencent déjà à penser le monde d'après, alors qu'on ne sait pas ce qu'on fera demain. On imagine des scénarios pour 2022, 2025, 2030 et même plus loin. La reprise de la croissance économique devient une priorité pour tout le monde. On fait pourtant semblant d'oublier que nos démocraties sont en péril, que cette croissance économique aura peu d'impact sur l'intelligence de notre débat public ou sur l'intégrité de ceux qui nous dirigent au sommet des États, sur le niveau de maturité de nos démocraties. Elle ne mesure pas notre bonheur, notre volonté ou notre courage. Par ailleurs, la famille, la société, la nation, l'État et le pays ne font plus recette. C'est le signe qu'un élément essentiel de notre identité nous transforme en ce moment, y compris en ce qui concerne la gestion de la pandémie. Les valeurs. Car les valeurs ne représentent pas ce que l'on déclare à la télévision, sur les réseaux sociaux, où l'on écrit sur une affiche. Les valeurs sont ancrées dans notre comportement quotidien. Elles sont le pilier de ce que nous faisons. Je vous propose donc de partager avec vous 3 valeurs qui, à mon avis, transforment d'une manière irréversible nos sociétés en ce moment. La première valeur, vivre dans l'incertitude. Nous n'arrêtons pas à nous poser tous les jours des questions concernant la fin de cette pandémie et la crise économique qui l'accompagne. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une situation insupportable. On craint d'être contaminé, de faire de faillite, de perdre son emploi. De nombreux salariés savent maintenant qu'ils n'ont pas besoin d'être au bureau de 9h à 18h pour bien travailler. Le travail reste pour l'instant incontournable, mais sous sa forme télétravail. Beaucoup des grandes entreprises ont déjà décidé de repousser à l'été 2021 le retour des collaborateurs au bureau. Avec leurs clients, les entreprises sont passées de la consommation de masse à l'individu jusqu'à la fameuse user experience. Avec leurs salariés, elles vont devoir passer de la production de masse au travail sur mesure. Les entreprises en pointe dans cette révolution auront de ce point de vue-là un avantage immense. Pour nous rassurer, évidemment, les gouvernements prennent des mesures qui deviennent de plus en plus difficilement contrôlables financièrement, en dépassant des sommes colossales. Mais rassurer ne suffit plus. La montée de toutes ces incertitudes provoque des drames, surtout chez les plus fragiles. Et du coup, on veut sortir rapidement de ce cauchemar pour revenir aux certitudes intérieures. Mais mesdames et messieurs, pour autant, on ne reviendra pas à des certitudes. D'abord parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu bien des incertitudes avant celles d'aujourd'hui, des incertitudes bien pires. Ensuite, parce qu'après les incertitudes d'aujourd'hui, il y en aura d'autres, des crises sociales, écologiques, économiques et financières, d'autres pandémies, des conflits, des menaces climatiques, des révolutions. La vie consiste à tout instant à gérer des incertitudes et à faire des choix. Il faut donc apprendre à s'y préparer davantage, créer les conditions pour les réduire, connaître davantage ces incertitudes et chercher en permanence des solutions, agir avec calme, lucidité et sérénité, faire face, sourire et ne jamais lâcher. Deuxième valeur, rechercher la vérité. On le voit, la liberté de la parole, à ce moment, suscite des débats qui incitent à la tolérance et au respect. Pourtant, le respect excessif des individus et de leur singularité pousse à interdire la moindre provocation, alors que la tolérance nous impose d'admettre comme légitimes des propos qui nous blessent. Il y a ensuite la distinction entre le vrai et le faux qui se pose. Les réseaux sociaux forment partout des terribles obstacles à l'accès à la vérité. Pour survivre, la majorité des médias cède alors à la facilité,
en se contentant de distraire, de faire scandale plutôt que d'enquêter, de mettre en perspective, de chercher le mot juste et la vérité. Beaucoup de professeurs, écrasés par une tâche immense, ne trouvent plus les moyens pour enseigner l'essentiel, la méthodologie de la recherche du vrai. Car aucune personne ne peut être libre si elle n'a pas appris à distinguer le vrai du faux. Et ce n'est pas si simple. D'abord parce que le vrai se démontre par la logique ou ce qui se prouve par des faits ou des statistiques ou par des expériences qui établissent la validité d'un raisonnement. On ne doit pas se contenter des corrélations, encore moins des coïncidences. Pourtant, c'est bien ce qu'on fait très souvent, en particulier en sciences sociales et plus encore dans les débats publics. On ne doit pas non plus se contenter de proclamer la vérité comme le résultat d'un rapport de force. La vérité évolue avec la recherche, qui établit des preuves toujours provisoires d'une théorie, qu'il faut considérer comme vraie aussi longtemps que des conséquences sont vérifiables et qu'aucun phénomène ne vient la contredire. Aussi, le vrai n'est que le résultat provisoire d'un consensus entre le plus grand nombre possible d'experts honnêtes, indépendants et ayant des compétences reconnues. Rien de plus. Enfin, il faut enseigner la pratique de l'esprit critique, du doute systématique, de la recherche obsessionnelle des preuves. C'est une tâche extrêmement difficile, exigeante, qui force à penser contre soi-même et à se demander sans cesse ce que penserait quelqu'un d'autre. Et si cela n'est pas fait dans la famille, comme à l'école, les conséquences seront terribles. Des jeunes mal formés deviendront des adultes mal informés qui donneront la priorité à la distraction sur le savoir, au spectacle sur la vérité, aux convictions sur la raison ou à l'intolérance sur l'altruisme. Aucune démocratie ne résistera. Si tout cela est correctement enseigné, sans cesse répété dans toutes les écoles du monde et si possible aussi dans toutes les familles, aucun média ne pourrait plus survivre en misant sur le scandale. Et la démocratie aura encore un avenir. Troisième valeur, il faut apprendre à mourir. Car mis à part les militaires ou les sauveteurs professionnels que sont les médecins, les pompiers, les policiers, les gendarmes, rares sont ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour défendre la liberté de leur pays. L'histoire le montre tous les jours que beaucoup de personnalités politiques pouvaient se révéler les hommes les plus lâches face au danger, alors que des inconnus se conduisaient en héros, souriant à la mort, en pleine bataille. La pandémie actuelle nous le dit plus encore à sa façon. D'ailleurs, la mort est là, mesdames et messieurs. Elle nous rappelle que nous avons l'aptitude lucide et sincère à prendre conscience de notre véritable capacité à prendre le risque de mourir pour certaines causes qui nous donnent du sens à notre vie. C'est elles qui disent que nous sommes et ce qui compte pour nous. C'est elles qui nous rappellent que l'essentiel est de tout faire dans le quotidien pour que notre famille et les générations futures soient les mieux protégées contre les dangers de la vie et les mieux préparées à vivre la meilleure vie possible pour que, justement, nous n'ayons pas à nous sacrifier pour eux. C'est dans l'énonciation de la mort, en fait, que se trouve l'un des plus grands secrets de la vie. Pour conclure, afin de gérer la crise actuelle et celles qui vont suivre, nous devons nous projeter avec plus de lucidité, calme et efficacité. L'histoire nous l'a toujours montré que le repli nous affaiblit, tandis que l'engagement nous renforce, que nous avons besoin d'une volonté forte de maîtriser notre destin, d'être acteurs de notre avenir, que nous devons décider pour ne pas subir. Merci beaucoup. Monsieur Florin Luca, merci beaucoup de votre intéressante présentation. J'invite Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed, de prendre la parole sur COVID-19 et diplomatie, défis, réalités et perspectives. Merci beaucoup.
Ancient wonders, pharaonic civilization, therapeutic climate, heart of the world. Amazing Egypt. For many years, Egypt has been a hotspot for tourism for its climate and ancient wonders. Due to this, Egypt has become a new destination for medical tourism as an affordable destination and a naturally therapeutic climate for patients. Clinics, hospitals, and staff in Egypt are on par with those in Europe and America at a cheaper price with no waiting lists. Today, Egypt appears to have all the ingredients for a medical tourism hub. Weather, unique location in the heart of the world, affordable prices for both treatments and tourism attractions, a wide range of services at integrated medical centers, and healthcare professionals with international education and training should make Egypt a favorable destination for many. That's why Amazing Egypt here. Amazing Egypt is the first medical tourism facilitator in Egypt. We have numerous medical tourism packages available for patients who consider traveling to Egypt for treatment, which includes meet and assist, transportation, accommodations, consultations, treatment, aftercare, and more. We built a huge agreements network with first-class hospitals and medical centers in Egypt who provide medical services with international standards. In addition, we have agreements with first-class travel agents who provide wonderful tours and distinct tourism services. Take your decision, and all agreements are our mission. Amazing Egypt. Hello, can you hear me? Okay. Good evening, Your Excellency, President Constantinescu, ambassadors, dear friends, Dr. Dalal, Dr. Muhammad Katata, our moderator. Well, it is really an honor for me to be among you today to speak about a subject that is of a very high concern to all ourselves and all our countries. This is the strange times that the world we live in is more connected than ever before. However, in many ways, as human beings, we couldn't be more disconnected. But with hope, we will reconnect and will realize we are all the same. We are all one. We are facing a common challenge. We need to be truly and honestly connected. COVID-19 is a truly global challenge that did have far-reaching political and economical impacts in all the world's regions. This caused immense suffering for all countries that put in jeopardy any gains that had been made and had implications across the different regions. We even have witnessed that the vacuum created by the lack of wisdom of governance sometimes have exacerbated cycles of intercommunal violence. As for the impact on diplomacy, from one hand, the pandemic has clearly and tremendously affected the traditional and the accustomed diplomatic activities. But on the other hand,
had proven how vital the diplomatic role is on the regional and international multilateral levels. There are some subjects and traditional diplomatic activities that were strongly affected. However, there are new subjects that became more active and dynamic. We have all seen that diplomatic missions had assumed many unexpected assignments in the crisis time, like, for example, solving the problems of their nationals who got stuck in different foreign countries and could not return back to their countries due to procedures taking or medical measures or lack of transportation means. Also have seen diplomatic missions securing basic commodities and urgently needs of medical supplies with its scarcity because of the excess international demand. Some countries have witnessed this year electoral process for different constitutional elections. It was the diplomatic mission's responsibility towards their communities abroad to allow them, and facing these challenges, to allow them to practice their constitutional voting rights while taking precautions to protect their health and abide by the local procedures in the guest countries. The pandemic have reiterated that the change of the world to the digital world is essential and becoming a de facto of our diplomatic life in the post-COVID era. But also the crisis affirmed the true importance and need of traditional diplomatic ways, and that they are irreplaceable in diplomacy. There are no replacements for the direct human dealing and contacts, which is considered the basic principles of the diplomatic world. And that the assignment of the diplomat, wherever he is accredited to, cannot be perfectly conducted only from behind computer screens or holding of a mobile phone. Medical and health cooperation in the field of inventing, producing, and fairly distributing the right effective vaccines among all countries affected across the world is becoming essential, and it needs a lot of negotiations done by the missions. The increase of health awareness among peoples of the world is also becoming essential, and it needs someone to transfer all the updates of all the countries in the world so that we learn from the experience or to avoid the mistakes. These are some simple insights about the COVID-19 pandemic and diplomacy. There is a lot to be said. The only thing that I could conclude with is that we are really in need of cooperation. It is vital for all the challenges facing all our countries and all the world. I thank you for your attention, and thank you very much for inviting me for such an important gathering. Thank you for the wonderful presentation of your country, Mr. Ambassador, and for the remarks for a diplomacy for a better world. Thank you very much. And now, en français, oui. J'invite son Excellence Madame l'Ambassadeur Raja Jinaoui Ben Ali de la République tunisienne de prendre la parole sur la gestion de la pandémie COVID-19 en Tunisie. Si vous êtes ici, c'est que vous le savez déjà. La Tunisie est l'un des rares pays où le Covid-19 a été rapidement contenu et est en bonne voie d'être défait.
Un check rigoureux est fait dès l'aéroport avec contrôle de température, désinfection des passeports, des bagages et des moyens de transport avant chaque trajet. Un second check est fait à votre arrivée à l'hôtel qui n'opère qu'à 50% de sa capacité d'accueil pour une distanciation optimale et plus de sécurité. Le gel hydroalcoolique est présent en abondance en tout point. Toutes les surfaces potentiellement susceptibles d'être touchées ont été soigneusement désinfectées et votre chambre a été aérée pendant au moins 3 heures et totalement aseptisée. Elle le sera à chaque passage de nos équipes de nettoyage. Les règles de distanciation, d'hygiène et d'aseptisation sont appliquées dans tous les espaces communs comme les piscines, les salles de sport, centres de bien-être et les activités en extérieur, seules ou en petits groupes, fortement encouragées. Les activités qui n'acceptent pas la distanciation ont simplement été éliminées. Fini les plages bondées. La distanciation côté plage vous offre un calme inédit et vous permet de profiter de la mer en toute tranquillité. Côté restauration, les standards d'hygiène et de distanciation ont été renforcés et les self-service sont maintenant assurés par des chefs et un personnel hautement qualifié. Les espaces communs, comme les restaurants, bars et cafés, obéissent à des règles très strictes de distanciation pour vous procurer un service de qualité tout en préservant un environnement sain. En dehors de l'enceinte de l'hôtel, le port du masque est obligatoire si l'on se trouve dans un environnement clos ou un environnement fortement fréquenté. Il sera, à titre d'exemple, obligatoire dans les musées. Et bien d'autres encore, nous savons que vous allez passer un séjour agréable, divertissant et mémorable, dans les conditions optimales de bonne santé et de sécurité. Tunisia, ready and safe. Merci beaucoup de cette excellente présentation qui nous a fait couvrir beaucoup de terrain. Et maintenant, j'invite Madame Norina Forna, doyenne de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Popa de Iași, à présenter la gestion pédagogique et médico-professionnelle pendant la pandémie de COVID-19. Merci. Ms. Ambassador, could you unmute yourself, please? Ah, excusez-moi. Ah, ok. Vous m'avez pas entendu alors, oui. Son Excellence, Monsieur le Président Émile Constantinescu, cher ami, Son Excellence l'ambassadeur de l'Égypte, cher frère Salah, Dr Dirar, Dr Harati, Dr Ketat, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, chère amie Florine, tous les présents, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous afin de discuter un sujet primordial et mondial pendant cette époque, et surtout pendant cette période, c'est la fin de l'année 2020. Le Covid-19 est une crise sans précédent qui a une ampleur non seulement sanitaire, mais à des répercussions économiques, sociales et bien évidemment des répercussions sur les relations internationales. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter
les mesures entreprises par mon pays, la Tunisie, pendant la gestion de cette pandémie, afin de protéger la santé des Tunisiens et aussi sauver l'économie de la Tunisie. Et dans une deuxième partie, les répercussions de cette pandémie sur la diplomatie d'une manière générale. Donc, depuis le début de cette pandémie, c'est-à-dire depuis le mois de mars, nous avons 5 cas. Donc, depuis le 5e cas, la Tunisie a multiplié les mesures de protection contre la propagation de Covid. Après avoir, dans un premier temps, suspendu les traversées maritimes, des événements culturels sont également reportés, la suspension des cours dans tous les établissements scolaires et universitaires à partir de presque mi-mars. Un passage au niveau 2e était obligatoire avec la fermeture des cafés, restaurants, discothèques à partir de 16 heures. La suspension des prières collectives, l'annulation du congrès des manifestations culturelles. Aussi, les compétitions sportives, quand elles peuvent se dérouler à huis clos, les frontières maritimes sont fermées aussi avec les pays dont la propagation du Covid était très élevée. Par ailleurs, toute personne entrant sur le territoire doit s'isoler pendant 14 jours. Aussi, des mesures supplémentaires à partir du 18 mars ont été prises, comme la fermeture des frontières terrestres et aériennes, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des marchés et des hammams et la mise en place d'un régime à sciences unies. Un couvre-feu aussi a été décrété à partir du 18 mars, de 18 h à 6 h du matin, sur tout le territoire national. Le confinement total ainsi que l'interdiction de tout déplacement entre les agglomérations. À cette époque, un robot a été utilisé dans les rues pour surveiller le respect du confinement total par les citoyens. Pendant cette période, seulement 1,5 million de Tunisiens sur 12 millions de Tunisiens ont été autorisés pour travailler et pendant cette période, pour assurer la continuité de l'administration publique ainsi que les secteurs vitaux. À partir du mois de mai, a débuté la première des 3 phases du confinement progressif décrétée par le gouvernement qui planifie de redémarrer l'économie progressivement entre le 4 mai et le 14 juin, et ce, en fonction de l'évolution de la pandémie dans le pays. Dans les secteurs concernés par la reprise, que ce soit totale ou partielle, les entreprises doivent se soumettre à plusieurs obligations. Premièrement, le respect du protocole de sécurité sanitaire, désignation d'un référent COVID-19 en charge de veiller au respect de ces mesures dans chaque entreprise, désinfection totale des locaux avant la reprise d'activité, organisation du transport des employés en respectant le protocole sanitaire. Dans le cadre de la préparation de la reprise de l'activité du secteur touristique en Tunisie, après la pandémie, qui a impacté le monde entier, l'Office national du tourisme tunisien a élaboré un manuel de procédures sanitaires intitulé « Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti-Covid ». Ce manuel est axé essentiellement sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire à travers le parcours des clients depuis leur accueil au niveau des postes frontaliers jusqu'à leur départ, ainsi que le personnel des établissements touristiques. Quels sont les objectifs majeurs de ce protocole? Le premier objectif était la maîtrise de la propagation de cette pandémie dans les établissements touristiques, la veille à la sécurité aussi bien du personnel des établissements touristiques que des clients. Aussi, la restauration de la confiance le plus rapidement possible des réseaux de vente et des tours opérateurs. Le gouvernement tunisien a lancé aussi une plateforme en ligne pour fournir des informations et un soutien aux étrangers piégés dans le pays en raison de l'émergence du coronavirus, mentionnant les étudiants, les migrants, les demandeurs d'asile. Les autorités tunisiennes ont pris des mesures en faveur des étrangers en Tunisie et en particulier des Africains subsahariens. Plus précisément, les autorités ont décidé de prolonger les permis de séjour valables
le 1er mars jusqu'à la fin de la crise. Par conséquent, il n'y aura pas de sanctions financières pour ceux qui dépassent la limite légale de séjour pour les touristes qui séjournent plus de 3 mois dans le pays. Pris au piège, en Tunisie, pendant plusieurs semaines, en ces temps de crise, les étrangers, y compris subsahariens, se trouvent dans une situation financière difficile. C'est dans ce contexte que le ministère des Droits de l'Homme, des peuples, des relations avec les autorités constitutionnelles et la société civile ont annoncé le 27 avril le lancement d'une application sur le site aidecovid.tn pour aider les étrangers arrêtés en Tunisie en cas de temps de pandémie. C'est ça, c'est le caractère solidaire de Covid-19, au moins une chose qui est positive pendant cette période. Cette plateforme électronique permettra de recevoir des demandes d'assistance formulées par les personnes impliquées ou par les organisations qui les représentent, de recevoir des offres de dons et d'aide en nature et en espèces pouvant être fournies par des personnes physiques ou morales. Voilà, je vais essayer de résumer parce qu'apparemment je vais dépasser le temps. Dans ce contexte, le ministère a souligné la création d'une commission composée de représentants du ministère des Affaires sociales, de l'enseignement supérieur, des organisations nationales et internationales et de la société civile pour suivre la situation de certains étrangers. En fait, après l'ouverture des frontières le 27 juin et malgré les mesures entreprises, le protocole sanitaire, le nombre de Covid est de retour en sachant que la Tunisie n'a enregistré aucun cas pendant une dizaine de jours pendant le mois de juin. Donc, la commission scientifique, pendant cette période et après l'évolution du nombre de Covid, vient d'adopter une série de nouvelles mesures préventives en faveur des voyageurs en Tunisie. Parmi ces mesures qui sont applicables maintenant, l'obligation de la présentation d'un test PCR négatif effectué au maximum 72 heures avant le vol, outre le dépistage d'un échantillon anarchique de voyageurs à travers des tests de diagnostic rapide et le transfert obligatoire des cas positifs vers les centres de confinement et ceux à leur charge. Les arrivants en Tunisie aussi pourront choisir de passer leur quatorzaine obligatoire dans un hôtel ou chez eux après l'approbation des services régionaux de la santé qui devront s'assurer des conditions du respect de confinement obligatoire. Il est aussi possible d'effectuer un test spécial au 7e jour de leur arrivée en Tunisie pour pouvoir rompre le confinement si le résultat est négatif. En revanche, en cas d'apparition des symptômes pendant la période de confinement, le test spécial est effectué par les services régionaux de la santé et sur la charge de l'État. Donc, tous les voyageurs en Tunisie seront suivis par les services de santé à leur arrivée aux frontières et ce, grâce au formulaire de santé et à l'application informatique qui devra être téléchargée par tous les arrivants. En fait, concernant l'éducation, pendant la période de pandémie, il était éducation en ligne, mais maintenant l'éducation est présentielle. Le travail est sous forme de séance unique et un couvre-feu est décrété en Tunisie à partir de 20 h maintenant et pendant les week-ends, c'est à 19 h, c'est-à-dire 7 h du soir. Donc, quelles sont les répercussions du Covid sur la diplomatie? La pandémie le Covid-19 a porté un sérieux coup à une économie mondiale déjà fragile. L'ampleur de ses conséquences sur le plan humain et économique est nette. Le bilan sera lourd dans ces deux domaines. Comme tous les pays du monde, l'économie a été touchée. Une aggravation de la pandémie avait un effet négatif sur le tourisme, les exportations, la demande intérieure et par conséquent sur la croissance des ménages, l'emploi et la vulnérabilité. La diplomatie n'échappe pas au tournant, mais la pratique diplomatique a énormément évolué. Elle est, en fait, je vais résumer. Elle est entrée dans l'ère technologique depuis la propagation du virus. Elle est donc, la diplomatie classique, elle est devenue une diplomatie moderne maintenant. C'est la transformation numérique
a été très importante pendant cette période, ce qui impliquait la transformation de la diplomatie classique basée sur le contact direct vers une diplomatie moderne. Le travail des diplomates s'en est trouvé complètement transformé. Donc maintenant, les discussions directes entre les chefs de l'État, les chefs de la diplomatie, les membres du gouvernement, les experts ont aussi changé la donne et réduit au strict minimum les échanges épistolaires entre eux. De ce fait, l'action diplomatique à travers les médias numériques modifie l'écosystème, contribue à la transformation culturelle et organisationnelle du monde. Aussi, un terme qui a été très développé maintenant dans le milieu diplomatique, avant, c'est le terme de la diplomatie scientifique. C'est un terme qui a été développé après la période de Covid et qui a pour objectif principal d'améliorer les relations internationales, recherche des solutions et problèmes d'intérêt commun entre les pays, qui a été renforcé pendant cette période. Maintenant, la diplomatie a été orientée vers une diplomatie solidaire. Parmi les slogans de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est que notre force et notre diversité. Maintenant, c'est l'union doit faire la force entre les pays. Le Covid, en fait, nous agresse tous, où que nous vivons dans le monde riche ou pauvre. La crise sans précédent à laquelle l'humanité fait face requiert une solidarité mondiale sans précédent. Donc, je vais conclure parce que le temps, apparemment, j'ai dépassé mon temps. Donc, en conclusion, la diplomatie, c'est beaucoup les contacts personnels, les rencontres avec les interlocuteurs étrangers, des discussions en intra ou en extra. Difficile d'échanger les visites, de faire la promotion commerciale, touristique, et surtout de signer les accords. Donc, le défi de la diplomatie maintenant est de rester actif pendant cette période de pandémie et dans une situation qui est très floue pour nous, pour les diplomates. Donc, les diplomates et les dirigeants mondiaux ont dû s'adapter pour continuer leurs contacts, faute d'autres options dans le contexte actuel. Il ne faudrait pas, cependant, que la gestion de la communauté internationale soit basée sûrement sur le virtuel. La fin de la pandémie devra permettre à la diplomatie de terrain de reprendre tous ses droits sans mettre totalement de côté les acquis technologiques. Et merci beaucoup pour votre attention. En attendant le vaccin, merci beaucoup. Nous vous remercions, Madame l'ambassadeur Raja Jinaoui Ben Ali. Et j'invite maintenant Madame Norina Forna, doyenne de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa de Iași, à présenter la gestion pédagogique et médico-professionnelle pendant la pandémie de COVID-19. Merci. Bonsoir. Bon, je crois que le générique. Créée en 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie compte 57 États et gouvernements membres et 23 États observateurs. Elle est présente sur tous les continents du globe. L'OIF réunit les peuples autour de la promotion de la langue française et fait de leur diversité une force au service de la paix, de la solidarité et de l'avenir.
Merci beaucoup pour le générique. Bonsoir à tout le monde. Et, monsieur les ambassadeurs, monsieur directeur, félicitations pour tout ce que c'était fait et pour cet atelier. Maintenant, quelques mots sur cette gestion parmi le réseau et tout ce que s'était fait pendant l'activité de cette période d'urgence et puis la période d'alerte que je vais présenter et résumer ici dans l'enseignement et puis premièrement dans la santé, nous avons fait un plan qui était approuvé du ministère de Santé parmi le Conseil de l'Ordre et puis d'où aussi je fais part. C'est l'activité faite avec beaucoup de protection pour tous les médecins, pour les patients qui viennent en urgence, pour toutes les activités, même dans le système médical et médico-dentaire. Nous sommes dans la première ligne, comme partout dans le monde. C'était comme discussion faite jusqu'ici. Pour ça, nous avons des protocoles stricts, médico-professionnels et pédagogiques pour les équipements que nous avions et puis pour les techniques, pas produire des aérosols et puis signifie en même temps d'avoir la distance. Bien sûr que le collège des généralistes et des dentaires de France avec lesquels nous avons une bonne collaboration signifie de faire l'application et bien sûr en avant collaboration avec les associations françaises, puis le collège des chirurgiens dentistes, d'où je fais part aussi, et les académies, l'Académie des chirurgiens dentistes, d'où je suis membre aussi, puis les sociétés professionnelles avec lesquelles on a élaboré aussi un protocole pour tout ce que signifie la santé publique et toutes les activités médicales qui nous protègent pour cette pandémie. Bien sûr qu'ils sont des recommandations strictes. Quelques de ces recommandations, nous les avons ici. Ça signifie des chiffres de tout ce que signifie les personnes malades et puis les personnes décédées. Et finalement, on peut dire que toutes les possibilités techniques de nous protéger signifie d'avoir un guide pratique, tout le monde nous le connaissions, signifie les salles d'attente, puis les solutions de désinfecter pour désinfecter les surfaces, les mains et nous protéger dans les bureaux, dans les cabinets dentaires et dans les cabinets médicaux où les patients, quand ils entrent, maintenant de faire même une test d'urgence. Et puis après, si ce sont des interventions chirurgicales plus amples, de faire des PCR pour connaître leurs états et leur stade s'ils sont des malades, de faire les urgences et plus vite que possible et de faire une enquête téléphonique
avant de planifier ces patients, de connaître leurs symptômes et puis de faire même des RP en ligne et les envoyer pour tout le monde. Ici sont les étapes de planification de rendez-vous, c'est ce que j'ai dit. Et puis, pour les patients non soignants et pour les soins qu'il faut les avoir, nous avons, après ce schéma, toutes les possibilités de gestionner cette situation médicale. Dans ce cas, les équipements que tout le monde l'utilise sont avec beaucoup de protection. Bien sûr, les surfaces aussi sont après désinfectées et puis comme équipement de travail, qu'on le fasse sur et après l'association dentaire française, nous utilisions tous les équipements qui ne produisent pas des aérosols. C'est ça comme exigence pendant cette période. Bien sûr qu'au fin de la journée, tout ce que signifie, bien sûr, les équipements, c'est bien stérilisé, bien désinfecté, et puis beaucoup de temps passé pour avoir et stériliser l'air, où c'était des consultations, c'était plusieurs consultations, signifie de recommander de protéger et d'avoir même une air frais et ouvrir toutes les fenêtres et bien sûr les portes. Puis les UV sont utilisés, le nébulisateur aussi sont utilisés pour stériliser l'air. Pour les défis de Covid dans les facultés, ça signifie dans les zones académiques, nous avons fait un protocole strict en ligne pour les cours. Tous les cours des facultés de médecine, médecine dentaire et pharmacie se font en ligne, mais pour la pratique, nous faisons la théorie dans les amphithéâtres et puis sans entrer dans les salons avec les patients, mais sans faire des activités pratiques pour dentaire, seulement simulation et si on fait des protocoles pour les patients sans avoir des aérosols. Ça signifie pas préparer avec les turbines, avec les moteurs et seulement des empreintes et puis avoir au laboratoire les prothèses. C'est la meilleure solution pour les patients si on travaille sur eux. Signifie avec les étudiants, c'est d'être testé avant, bien sûr en utilisant PCR et avoir aussi des tests rapides avant de faire tous les manœuvres. Ici, bien sûr... Excusez-moi, Madame la doyenne, excusez-moi, si vous avez la gentillesse de tirer des conclusions, merci. Oui, sont juste au fin, je suis ici, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour les activités faites dédiées à cet atelier. Merci. Nous vous remercions beaucoup pour votre intéressante présentation. Et maintenant, j'invite Madame Adina Moldoveanu, coach stratégique, qui parlera de la façon de gérer la complexité de COVID-19. Merci beaucoup. Thank you. I will speak in English. Good afternoon, Mr. President, ambassadors, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me here to be a part of such an amazing panel of speakers. The subject of today should be on the agenda of all institutions involved in pandemic complexity, because now, more than ever, it's important to pay attention to education and medical management. I believe we need to deal with complexity
of those times as much as on vertical line, meaning political hierarchy, and on horizontal line, meaning society levels. In the moment when the political strategy meets society needs, is creating a balance point in order to have long-lasting fulfillment development. It is now more important to start to create specific leverage in order to support small business, which are major drivers of the economy. To have no longer vulnerable categories, we should apply a set of public policies so as to support these segments. Leadership and influence in Romanian business world has evolved dramatically through this COVID-19 year, with new super skills such emotional intelligence and legacy leadership floating to the top of development agendas in all industries. Many people have reinvented their businesses, and this is a positive sign for 2021. I want to congratulate this initiative because sharing is caring, and I'm confident we can do more together now more than ever. Thank you. Thank you for opening up to the economic field in the context of the pandemic. And now, et maintenant, je voudrais inviter Monsieur George Tudor, PDG des équipes informatiques, qui va faire la présentation défis et opportunités dans l'industrie informatique. S'il vous plaît, Monsieur Tudor, prenez la parole. Hello. I believe you can hear me, right? Dear guests, Mr. President Constantinescu, honorable ambassadors, and dear panelists. First off, as a company, we are honored to facilitate and host this event. The pandemic period challenged all industries and humanity at a profound level. And like in many situations in the past, technologies helped us to respond and adapt to such challenges. As expected, like for all other industries, the effects of COVID-19 had a huge impact on the technology industry. The hardware sector has been significantly impacted by the lower consumer confidence, which translated into a lower appetite for new smartphones, for example. With Asian factories slowly reopening, companies experienced challenges getting their productions back to normal speed. Hardware companies saw major demand from enterprises who placed orders for more laptops and mobility devices to support employees working from home. The software, by contrast, was a growth catalyst. Remote working tools and security software are in a huge demand, and it is expected that this trend will continue. IT spending forecast still indicates a continued demand for cloud infrastructure services and specialized software. Communication equipment and telecom services will continue to probably expand. And most importantly, business continuity planning will become a common practice for all organizations, not only for larger ones. To enhance remote work scenarios, networking and security services will be therefore at high demand. Lastly,
Faster access to data and automation of data access will push more faster adoption of 5G equipment and network expansion. As a software services provider for EU, US, and Australian markets, our company saw a good growth this year, doubling the size of the revenues as compared to the last year results, and we continue probably next year to keep this trend. Before COVID, we worked with the health, IT, fintech, and online businesses. And this year, we entered new industries such as telecom, process automation, and energy, where we support our clients in their digitization projects. Opportunities shaped around building technologies for health and learning sectors, tools to facilitate remote working, cloud services, software as a service platform, improving cybersecurity and identity and access management, process automation and digitization in general for both commercial and government sector will probably continue. And for our company, we will always be happy to support non-commercial organizations in the digitization journey, such as our today's event. Thank you again for this opportunity, and we look forward to repeating this in the near future. Thank you. Thank you very much, Mr. George Tudor, for your speech. And now, j'invite Monsieur le Docteur Dan Petre, expert principal en développement des affaires, pour faire la présentation de l'impact social mondial de la pandémie COVID-19. Merci beaucoup. Could you unmute yourself, please? Yes. Je félicite Monsieur George Tudor. And now, j'invite Monsieur le Docteur Dan Petre pour faire la présentation de l'impact social mondial de la pandémie COVID-19. Je vous remercie. Ms. Dan Petre, please could you unmute yourself? Okay. Si vous voulez, nous pouvons continuer avec le discours de Monsieur le professeur Ahmed Arati du Centre culturel européen romain arabe, parce que nous sommes en retard. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous m'écoutez? Ah oui. Mon intervention sera sur le défi de l'enseignement supérieur dans un contexte très difficile, dans le sens de révision des approches et de reconstruction des systèmes éducatifs dans le monde, que se trouve aujourd'hui obligé à s'intervenir en situation d'urgence. On est devant une situation sans précédent où la continuité pédagogique est menacée devant une crise sanitaire qui a approfondi l'insuffisance des infrastructures, de la connaissance de l'arrivée du Covid-19. Ce que nous a invité à observer des mesures barrières et à fermer les universités pour bloquer la propagation de la pandémie et la contenir. Cela
n'a pas resté sans conséquences, ce qui a affecté des centaines de millions d'étudiants dans le monde. Et malgré les efforts des pays pour atténuer l'impact de cette fermeture, il reste un grand nombre d'étudiants vulnérables et défavorisés ou sont laissés pour compte, qui n'ont pas pu assurer une continuité éducative. Cela d'une part. D'une autre part, à défaut de formation, les professeurs se sont trouvés dans le manque de maîtriser les méthodes adéquates, alternatives pour mener ou dispenser une éducation ou un enseignement adéquat aux étudiants, surtout dans de telles circonstances. Que faire alors? Peut-on explorer des solutions pour le biais d'un consensus mondial? Si c'est oui, quelle sera la stratégie ou les stratégies adoptées, vu que le Covid-19 est apparu avec une crise multidimensionnelle, ce qui pousse le monde entier à une concertation dans la recherche des solutions. Face à ce virage forcé, et depuis quelque temps, on a préconisé l'utilisation de technologies de l'information et des communications qui est devenue centrale pour les sociétés contemporaines, d'où l'économie d'efforts, de temps, comme outil pédagogique nécessaire. Aujourd'hui, le Covid-19 a accru l'intérêt pour adopter des méthodes pédagogiques alternatives et de bonne formation et préparation des professeurs à cette nouvelle réalité de l'enseignement. Le virage forcé vers les formations en ligne a montré, d'une autre part, que nombre d'étudiants n'étaient pas joignables, nombreux à ne pas avoir smartphone. L'accès à l'Internet a aussi posé problème, même si un accord a eu lieu pour l'utilisation de WhatsApp et Google Classroom. C'est une transition, mais qui apparaît très difficile. Merci. Merci beaucoup, M. Arati. Et maintenant, une petite présentation de SERPA.
vous remercions pour votre excellente présentation. Et maintenant, j'invite encore une fois Monsieur le docteur Dampedre pour faire la présentation de l'impact social mondial de la pandémie COVID-19. Merci. J'ai coupé. Mesdames et messieurs, je vous invite à poser des questions ou à faire de brefs commentaires sur les enjeux présentés par les orateurs. It's okay. It's okay. Yes, we can hear you now, Mr. Petre. We can hear you. It's okay now. We can hear you, but we can't see you. Yes. It's okay now. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, let me express that I'm happy to be here with you today and share my thoughts about the current reality we are all facing and living around the world. The global health crisis caused by COVID-19. It's okay. But this is more than a health crisis. It is a human economy and social crisis. The coronavirus, this is the attacking. Mr. Dunn, let the camera be. If you could just present your speech, that would be fine. Let it be. Could you just present what you need to say? It's not working. We can hear you. Please present your speech. It's okay now? We can hear you, yes. Go ahead. It's not working.
Monsieur Dampetre, vous pouvez parler, s'il vous plaît. We could move on to Mr. Dirar and then we come back to Mr. Dampetre. Mr. Dirar, please could you go ahead? Mesdames et messieurs, je voudrais donner la parole à Monsieur Dirar Kutaini, le président du Centre culturel européen romain arabe, SERPA. Si vous voulez, Monsieur Kutaini. Ou peut-être. Mr. Kutaini, could you unmute yourself, please? Is it okay, Manish? Please go ahead. Yes. Yeah. Yes, Mr. Dirar, I think we can hear you. Okay. I speak in Romanian language, if you want. Bună seara! Bună seara tuturor! Eu vreau să închei în limba română. Vreau să mulțumesc toți participanți, în frunte cu excelența sale, domnul președinte Emil Constantinescu și Institutul Levant, de studii avansate pentru cultură și civilizație Levantului, un institut de prestigiu care avem nevoie. Mulțumesc ambasadorii, domnul ambasador Salah Sadek, ambasadorul Republicii Arabe Egipt, și doamna ambasador Raja Jehnawi, ambasadoare Republicii Tunisiei, doi susținători al multiculturalism. Mulțumesc, domnul Florin Buca, doamna profesor Norina Forma, pentru prezentarea științifică care a avut titlul acestei conferinței. Mulțumesc toți care au vorbit astăzi și mulțumesc și colegul meu, domnul Harati. La fel, țin să mulțumesc pe domnul Tudor George, directorul IT Teams, și colegul nostru Maneș, care a coordonat tehnica acestei conferințe. Mulțumesc doamna Dina Moldoveanu și domnul Dan Petre, care până acum n-a reușit să vorbească. Sperăm să ne vedem în viitoare conferințe ale noastre. Cu siguranță că vom avea cel puțin încă 2 luni decembrie, tot așa, pe linia online. Încă o dată, mulțumiri și vă doresc o seară bună și multă sănătate. O seară bună, sănătate, numai bine. Thank you. Seară bună. Bun soare. We also have the Q&A session for questions, please. If you want, it's possible. Mr. Justin, I believe, has a question. Could you unmute yourself, please? Oui, bonjour.
Je m'appelle Justin Ursa, je suis étudiant de l'École nationale d'études politiques et administratives. Je voudrais tout d'abord féliciter tout le monde pour cette présentation exceptionnelle. Et ma question est la suivante. Après vous, quelles étaient les faiblesses sociales mises à la surface par la pandémie de COVID-19? Qu'est-ce qu'aurions-nous pu faire d'une manière différente par rapport à la communauté globale pour bloquer la propagation du virus? And I shall ask this question as well in English in case some people didn't understand. After you, what do you think were the social weaknesses brought to the surface by the COVID-19 pandemic? And what could we have done differently as an international community to stop the spread of the virus? Thank you very much. These were my questions. Grand merci à tous, bonne chance et à bientôt. À très bientôt. La revedere. La revedere. La revedere. À bientôt. Bonne soirée. Mulțumim frumos. Thank you very much. It was a pleasure being with you. Thank you a lot. It was a great pleasure also. Thank you. Thank you very much for invitation. See you next time. Thank you. We'll let you go with one more with the IT Teams video, which I believe did not go well. I'm sorry. I'll present it once more. Bonne soirée, merci beaucoup. Félicitations. No. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Mulțumesc frumos și sper să vă revăd. Mulțumesc. Hai, mulțumim frumos. Felicitări. Mulțumim și felicitări. Mulțumim. Felicitări tuturor.